Bonjour à tous et à toutes. Après l'international et les jeunes, place à l'Afrique et aux femmes. Et je vais vous dire pourquoi l'Afrique et pourquoi les femmes. Alors l'Afrique, c'est d'abord, on va en parler parce qu'il y a 3 ans, la Tribune, qui est présente, comme vous le savez, en région, bonjour, qui est présente en région mais également au niveau national, a pensé justement que quand on parle de transformation de l'économie, il ne faut pas seulement se contenter de regarder notre marché national, mais également aller plus loin. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons monté donc la Tribune Afrique avec un partenaire africain. Je tiens à dire que la production journalistique est faite en Afrique par un réseau donc de journalistes qui sont à la fois au Maroc ainsi que des correspondants donc dans l'ensemble des grandes villes du continent. Notre objectif, c'est de couvrir donc l'actualité économique du continent au quotidien et donc sur le site web, ainsi qu'avec donc newsletter, ainsi que d'un point de vue mensuel avec des éditions spéciales comme celle-ci. Je fais un petit peu la pub. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a voulu donc monter cette session sur l'Afrique? Parce que l'enjeu des smart cities et l'enjeu des villes est extrêmement important pour l'Afrique, comme elle l'est également pour la France, mais particulièrement pour l'Afrique, car on sait qu'avec évidemment la poussée démographique, l'urbanisation va être un problème très important pour les années à venir. Et puis on a souhaité mettre en avant les femmes. Pourquoi les femmes? Parce qu'on sait que l'Afrique est un continent qui est beaucoup porté par les femmes, qui joue un rôle très important au niveau donc de l'entrepreneuriat notamment. Et donc pour annoncer donc cette session, je vais donc appeler Michèle Saban, présidente d'honneur du R20. Michèle, bonjour. Merci. Bonjour. Donc ce matin, donc, Anne Hidalgo disait qu'il était très important que finalement, en étant maire d'une ville, elle pouvait beaucoup plus agir parce que, comme ce qu'elle a dit qu'on était même proche de l'Angola. C'était on est tellement proche qu'on peut vraiment se parler. Oui. Et donc vous représentez les régions. Racontez-nous un peu ce que c'est que le R20 et puis concrètement, quelles sont les actions que vous menez? Le R20 s'est créé au lendemain de Copenhague, en même temps que le C40 avec Anne Hidalgo. Les villes, les grandes villes autour du C40 et les 20 régions les plus riches du monde autour de la Californie, puisque c'est l'ancien gouverneur de Californie qui a créé le R20 en mobilisant les 20 régions les plus riches au monde pour justement être plutôt une action tank qu'un think tank. Action tank dans la réalisation de projets liés à l'environnement. La catastrophe de Copenhague n'augurait en rien la réussite de la COP21, mais nous avons tout fait depuis Copenhague avec le C40, parce que ville et région ensemble, nous avons travaillé ensemble. Et nous avons vu la réussite de la COP21. Pourquoi? Parce que la présidence de la COP21, et on lui en rend hommage, Monsieur Fabius, a su mobiliser les villes, les régions et surtout la société civile. Nous sommes confrontés aujourd'hui à une société civile en mouvement. Nous venons d'entendre les jeunes oui, et on voit la façon dont ils s'expriment et ils nous interpellent, voire même ils nous passent devant par moments. Donc notre rôle, c'est de faire en sorte de réaliser des projets et non pas simplement d'en parler. Très bien. Et donc justement, ce matin, on est là à la fois pour parler d'Afrique et évidemment parler des femmes. Et vous avez donc un fonds vert, je crois, que vous avez développé en Afrique. Alors quand il y a eu les élections présidentielles en France, nous avons saisi les premières dames d'Afrique avec la première dame de Côte d'Ivoire. Nous les avons réunies lors du sommet Europe-Afrique à Abidjan, Afrique-Europe, pour pouvoir justement avec elles trouver un concept qui permettrait au travers de ce fonds vert qui a été créé aujourd'hui il y a 3 ans, de réaliser des projets notamment en direction des femmes sur de l'agroforesterie, sur du solaire, sur des énergies renouvelables et surtout voir comment les femmes pouvaient, dans le cadre de l'entrepreneuriat au féminin, se développer. Vous savez, aujourd'hui, le R20 et notamment le Fonds vert pour les femmes repose sur un triptyque qui est économie, écologie, éducation. Si vous ne donnez pas d'éducation à ces femmes, à ces mères M-E-R-E-S, vous ne pouvez pas vous plaindre de voir que ces enfants dans les rues aujourd'hui n'ont pas d'avenir et n'ont pas d'objectif. Donc je suis partie prenante et je sais combien les maires des grandes villes d'Europe et du monde
contribuent justement à trouver des solutions. Alors par exemple, un projet qui a été mis en place sur les déchets à Oran en Algérie, nous avons créé une usine de développement d'incinération de déchets et de retraitement surtout de déchets. Mais vous allez me dire c'est banal. Non, nous avons formé la population, 160 000 familles au tri sélectif, et nous avons formé 100 jeunes sortis du système scolaire dans la rue, femmes, filles et garçons, pour travailler dans cette usine. Aujourd'hui, c'est de la dignité qui a été retrouvée dans ces quartiers d'Oran. J'espère qu'on pourra le faire partout ailleurs. Demain, en Côte d'Ivoire, à Odiéné, dans le nord de la Côte d'Ivoire, c'est plus de 500 femmes qui vont, sur 5 ans, donc 500 créations d'emplois, c'est pas mal, sur de l'agroforesterie. Mais nous sommes aussi en liaison avec des formateurs pour les former à des comptes bancaires, à des gestions de comptes, tout ça dans un développement durable, et notamment en matière d'éducation. Je crois que c'est là que ça se situe. Très bien. Je pense que vous avez tout à fait raison de dire que finalement, c'est l'association des villes et des régions qui permet finalement d'être vraiment efficace sur le terrain. Je pense que c'est très important aussi de souligner l'importance de l'éducation. Tout à l'heure, donc là, nous allons avoir une table ronde ainsi qu'un certain nombre de keynotes, et nous terminerons donc par une cérémonie de remise de prix qui va donc récompenser des initiatives portées par des femmes en Afrique dans 3 dimensions. Une dimension, bien sûr, éducation, une dimension, bien sûr, énergie et bien sûr, urbanisme. Voilà, mais tout de suite, je vais laisser donc la parole à Marie-France Révillard, qui est donc journaliste à la Tribune Afrique et qui va animer une table ronde sur les villes africaines, défis et perspectives. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue autour de cette table ronde consacrée aux défis et aux perspectives des villes africaines. Pour en parler, je vais appeler Madame Rivoal, qui est secrétaire générale du sommet Afrique-France 2020, Madame De Frémont, qui est en charge du pôle transition urbaine pour l'AFD, Madame Cissé Penda Ndiaye, qui représente la mairie de Dakar, et Monsieur Grandi, qui est professeur à Sciences Po et collaborateur auprès de l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones. Bienvenue. Alors pour commencer, un constat. La population africaine va être multipliée par 4 à l'horizon 2100 et comptera l'équivalent de 4,4 milliards d'habitants, soit environ 40% de la population mondiale. Donc c'est énorme et cela implique un certain nombre de défis que nous allons aborder ce matin. Des défis tant en termes d'aménagement du territoire que d'environnement. Nous allons évoquer aussi le rôle de la tech pour pouvoir surmonter un certain nombre de ces défis. Et nous terminerons par la contribution des femmes, puisque c'est un thème qui nous est cher au sein de la tribune, dans l'aménagement de ces villes africaines. Donc je vais commencer tout de suite par me retourner vers Madame Rivoal. Bonjour Madame Rivoal. Bonjour, bonjour à tous. Alors, vous êtes secrétaire générale du sommet Afrique-France 2020 et le thème, le fil rouge, sera les villes durables. Donc, comment est-ce que ce choix s'est imposé et quels sont, selon vous, en substance, les grands défis que devront aborder les villes africaines demain ? Alors, c'est un sujet qui a été proposé par le président Emmanuel Macron lors de son discours à Ouagadougou fin 2017. C'est aussi, ça ne vous aura pas échappé, un objectif du développement durable. C'est le numéro 11, c'est les villes durables. Et puis, au fur et à mesure que j'ai été ensuite nommée, j'ai discuté avec un certain nombre de parties prenantes, dont des élus et les gouvernements locaux, français et africains. On a pris la liberté, et j'espère que le président me pardonnera, d'appeler ça « villes et territoires durables ». Et de parler non pas uniquement des grandes villes et des enjeux des mégacities à venir sur le territoire africain, qui existent déjà. Hein. Je suis allée à Lagos, plus de 20 millions d'habitants, le Caire, plus de 20 millions d'habitants. Vous allez avoir Kinshasa, Brazzaville, qui va devenir un énorme pôle. Et donc, c'est en train de monter. Mais on voulait aussi parler des territoires, et notamment des villes secondaires, intermédiaires, jusqu'au maillon village. Car à la fin du fin, si on veut éviter un certain nombre de ces enjeux urbains, c'est-à-dire être en amont et non pas juste
en trouvant les solutions de mobilité, d'accès aux services essentiels, d'accès à l'emploi, de protection de l'environnement, l'énergie, etc. dans les villes, il faut que les populations soient mieux réparties sur le territoire. Pour ça, il faut parler d'ancrage humain. Donc comment on ancre de l'humain dans du territoire? C'est en proposant, et notamment aux jeunesses africaines, tout un ensemble de services et de la prospérité, de l'avenir et des opportunités. Et pour ça, on a proposé, j'ai suggéré, ça ne se passe pas à Paris, alors je suis ravie d'être ici, cette belle ville de Paris, mais allons en région pour justement déjà envoyer ce signal. Donc on a proposé de faire ce sommet à Bordeaux début de juin, prenez déjà la date, c'est un sommet extrêmement ouvert, vous pourrez tous participer, les 4, 5 et 6 juin 2020, pour parler des villes secondaires et comment on fait, et Bordeaux est la ville qui a été jugée la plus agréable de France par les Français, Paris perd des habitants, Bordeaux en gagne, donc il y a peut-être des choses à montrer au niveau de Bordeaux. Et les enjeux urbains, pour répondre à votre question, vous avez parlé de la démographie du continent, et la démographie urbaine à elle seule, c'est à peu près 500 millions de citadins en Afrique aujourd'hui, mais on va passer à 1,2 milliard, 3, 5 d'ici 2050, avec une urbanisation, et je parle avec des gouverneurs locaux, des ministres de la ville, qui n'est pas contrôlée. Ce sont des flux de personnes qui viennent des campagnes et la croissance organique de la ville, les habitants qui naissent en ville, qui n'ont pas accès. Donc, ils construisent des logements. Je prends l'exemple du Sénégal, 100 000 nouveaux logements, mais demain, c'est 100 000 nouvelles personnes. Donc, en fait, c'est toujours un peu à la remorque des enjeux. C'est pour ça que lors de ce sommet, on voudrait parler, mais on voudrait aussi avoir des solutions. J'entendais le panel précédent, des solutions. En fait, il faut qu'on soit dans le concret, et la France, avec les Africains, souhaite proposer des solutions concrètes pour que des villes de toute taille restent attractives pour la jeunesse. D'accord. Alors justement, vous évoquiez le Sénégal. Nous avons la chance d'être avec Madame Cissé Penda Ndiaye aujourd'hui, qui représente la mairie de Dakar. Et on sait que le président Macky Sall a engagé un certain nombre de grands travaux d'aménagement des pôles urbains, donc notamment autour de Dakar. On pense bien sûr à la ville nouvelle de Diamniadio. Tous ces grands travaux s'inscrivent dans une stratégie globale qui est notamment présentée dans le cadre du PSE, le plan Sénégal émergent. Quels sont les grands axes d'aménagement des pôles urbains qui sont inscrits dans ce fameux PSE, Madame Cissé? Merci bien. Le plan Sénégal émergent est la vision d'un homme, le président Macky Sall, qui, quand il est arrivé au pouvoir en 2012, au bout de 2 ans, a fait adopter ce plan pour avoir un nouveau mode de développement et avoir un Sénégal émergent à l'horizon 2035. Donc, dans ce plan, nous avons 3 axes stratégiques. Les axes stratégiques le premier concerne la transformation de l'économie et la croissance. Le deuxième axe concerne le développement humain et la protection sociale. Et le troisième axe, la bonne gouvernance, la décentralisation, la paix et la sécurité. Et ce plan a été mis en œuvre à travers un plan d'action prioritaire quinquennal. Donc, le premier plan d'action prioritaire quinquennal a permis de faire plusieurs réalisations, dont des réalisations dans le domaine de l'urbanisation. Et c'est ainsi que, au niveau de Dakar, nous avons le train express régional qui a été construit et qui est en cours de finalisation. Ce train est un train de dernière génération et il va couvrir la gare centrale de Dakar, donc à l'aéroport Blaise Diagne, qui se trouve dans une nouvelle ville à 57 km de Dakar. Et c'est en 45 minutes, normalement, on devrait pouvoir atteindre donc l'aéroport international Blaise Diagne. Et dans un premier temps, ce train s'arrêtera à Diamniadio et il sera relié à l'aéroport par des bus avant qu'il y ait le second tronçon qui va être construit. Et nous avons un autre projet, qui est un projet d'avenir aussi pour le Sénégal, qui va régler le problème de la mobilité. Le train express régional règle la mobilité. Le projet des bus transit rapide est aussi un projet qui va régler la mobilité au niveau de Dakar, entre Dakar et sa banlieue.
Parce que Dakar et sa banlieue, entre Dakar et sa banlieue, on a de sérieux problèmes de mobilité. Les gens peuvent mettre des heures pour atteindre le centre-ville où sont concentrées la plupart des activités tertiaires. Et centre-ville, Dakar aussi, où Dakar, vous avez Dakar occupe 0,30% du territoire national en matière de superficie, mais à Dakar, vous avez 25% de la population du pays qui sont concentrés à Dakar. Donc, il fallait aussi régler ce problème de mobilité. Et pour aller de Dakar à la banlieue, en 45 minutes, donc on a ces bus trains rapides dont le lancement vient d'être lancé, dont le projet vient d'être lancé par le président de la République tout récemment. Et ces bus transit rapides vont faciliter la mobilité au niveau de la ville de Dakar. Le troisième projet d'avenir est la création d'une ville nouvelle, Diamniadio. Diamniadio qui a été conçu pour désengorger la ville de Dakar, où on avait un déficit réel de logements pour les populations. Dakar, où est concentré au niveau du centre-ville la plupart, je l'ai dit tout à l'heure, des activités tertiaires. Au niveau du port de Dakar, les activités industrielles sont concentrées entre le port de Dakar et une autre commune, Mbao. Et on avait vraiment un problème de saturation au niveau de la ville de Dakar, de la région de Dakar. C'est ainsi que la création de cette nouvelle ville est venue à point nommé. Et cette ville a été conçue de façon à avoir une ville comme les smart cities de façon très intelligente. Et au niveau de cette nouvelle ville, on a d'abord créé des sphères ministérielles, 3 sphères ministérielles qui vont abriter des services de l'administration, et ça a permis de désengorger actuellement l'administration qui était concentrée à Dakar et qui accentuait le problème de la mobilité, parce que tout le monde le matin convergeait vers Dakar. Maintenant, c'est le sens inverse. Les gens vont au niveau de l'administration, ils sortent de Dakar pour aller à Diamniadio. Et à côté de ces sphères ministérielles, nous avons 4 arrondissements qui ont été créés à Diamniadio. Le premier arrondissement concerne le pôle événementiel où a été construit le centre international de conférence Abdou Diouf, qui a abrité en 2015 d'ailleurs la 15e conférence de la francophonie. Et dans ces différents, on a aussi dans cet arrondissement Dakar Arena, qui est un complexe sportif qui a été créé pour le basket. Et nous avons aussi un parc des expositions, et il y a plusieurs autres infrastructures qui ont été prévues au niveau de cet arrondissement-là. Dans les 4 arrondissements, en fait, il est prévu d'avoir des infrastructures universitaires, des infrastructures sanitaires, des infrastructures culturelles, sportives, et conçues de telle sorte que les populations aussi pourront avoir, on a prévu des logements, et ce sera vraiment une nouvelle ville qui va être créée dans un environnement où c'était de faible densité et où on a des espaces, une superficie de plus de 2000 hectares. Absolument. Donc c'est une ville nouvelle qui émerge petit à petit. On voit de très belles constructions qui se développent. Alors je vais me tourner vers Madame Frémont maintenant, qui représente l'Agence française de développement. Alors l'AFD a adopté une nouvelle stratégie en termes de transition urbaine et de mobilité. Est-ce que dans les grands axes, vous pourriez nous la présenter, évidemment adaptée aux réalités, aux villes africaines, Madame de Frémont? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc ça a été dit, hein, l'Afrique connaît la croissance urbaine la plus élevée au monde. Aucun autre continent n'a été confronté à une telle rapidité. L'Europe a mis des siècles pour produire une telle augmentation, et même la Chine n'a pas connu un phénomène de cette ampleur sur une période aussi restreinte. Et cette urbanisation accélérée se traduit souvent par un développement urbain qui n'est pas planifié, qui est étalé et qui est peu efficace. Et ça génère des impacts négatifs et ça creuse la fracture territoriale.
Et surtout, cette urbanisation accélérée est couplée avec un montant des investissements dans les villes africaines qui est resté relativement bas au cours des dernières décennies. Et ça se traduit aujourd'hui par un manque crucial d'infrastructures urbaines et une carence en matière de logements abordables. Alors vous me demandiez les spécificités de notre stratégie vis-à-vis du continent africain. Elles sont de différents ordres en lien avec ce contexte et ces enjeux africains. D'abord, les besoins sont immenses et les ressources sont limitées. Donc, en tant qu'institution financière, l'Agence française de développement a une responsabilité concernant la viabilité des projets que nous finançons. Et on s'attache à accompagner nos partenaires dans le choix de solutions qui sont adéquates, notamment en termes de dimensionnement des projets. Ensuite, il faut trouver un juste équilibre entre un impératif de planification urbaine et une urgence de l'intervention. Donc il nous faut répondre de manière pragmatique au déficit d'infrastructures d'aujourd'hui en essayant d'accompagner la planification de demain. Et donc il faut opter pour une planification souple et partagée pour aboutir à une vision collective de l'organisation de la ville. Enfin, en Afrique et plus encore qu'ailleurs, il faut inventer des approches nouvelles. Il faut innover techniquement mais aussi socialement pour agir plus efficacement. En 2017-2018, sur les 2 dernières années, le département Transition urbaine et mobilité que je dirige, donc qui regroupe tous les projets en matière de développement urbain et de transport à l'AFD, a consacré 40% de son portefeuille au continent africain. Ça a représenté à peu près en termes d'engagement 1,7 milliard d'euros sur 2 ans. Pour vous donner une meilleure idée de notre activité en la matière, je vais décomposer en 4 grandes catégories rapidement. Donc les projets en faveur d'un meilleur accès aux services essentiels, avec une attention particulière que nous portons au traitement des déchets solides, puisque les besoins sont énormes et croissants. Par exemple, au Togo, on accompagne depuis de nombreuses années la ville de Lomé pour structurer l'ensemble de la filière déchets. Ça passe par la sécurisation de la collecte et du stockage et par le financement d'un centre d'enfouissement technique. Deuxième catégorie, des projets favorisant le développement territorial équilibré en accompagnant la planification, par exemple à Madagascar, où on appuie la création d'une agence d'urbanisme pour le Grand Tana, ou en contribuant au développement des villes secondaires. Madame Rivoal en a parlé, c'est là que se passe finalement la plus forte croissance urbaine en Afrique, sont dans les villes secondaires. Donc on a par exemple approuvé un très gros programme au Cameroun accompagnant les investissements prioritaires dans 3 villes secondaires camerounaises. Et puis, très important également, ça a été l'objet de toutes les tables rondes depuis ce matin, la mobilité urbaine. C'est absolument crucial pour les villes africaines et particulièrement pour les citadins les plus vulnérables et les femmes, puisque dans les quartiers précaires, il y a peu d'équipements et ils sont peu desservis par les transports. Donc la marche à pied est importante dans ces quartiers. On a là plusieurs priorités. D'abord, financer l'ensemble des composantes d'une politique de mobilité durable, c'est-à-dire aller plus loin que le financement des transports collectifs capacitaires, qui est notre axe traditionnel d'intervention. Madame Cissé parlait du TER de Dakar, par exemple. Et on intègre autant que possible de nouvelles composantes à nos projets pour favoriser notamment les modes doux, les pistes cyclables, les trottoirs, les carrefours. Deuxième priorité, très importante aussi en Afrique, la modernisation du transport artisanal. Ça représente entre 75 et 95% de l'offre de transport collectif en Afrique subsaharienne. Et donc, on essaie d'en réduire les impacts négatifs en les associant à des projets plus structurés de mobilité. Ça passe notamment par du soutien au renouvellement de flotte ou de la formation des acteurs en vue de leur professionnalisation. Et puis, troisième priorité, mettre la mobilité au service de la qualité de ville, c'est-à-dire mieux intégrer mobilité urbaine et développement urbain, avec 2 points d'attention particulièrement forts pour nous. L'amélioration de la qualité de l'air, c'est 1 million de décès par an en Afrique en lien avec la pollution de l'air. Et puis la sécurité routière également, qui est une composante systématique de nos projets routiers, y compris évidemment en milieu urbain. Et puis 4e catégorie, le renforcement des capacités des acteurs en charge de la ville, ce qui veut dire mieux accompagner les États dans la mise en œuvre de leur processus de décentralisation et puis également accompagner les collectivités locales dans le financement de leurs programmes d'investissement. Je citerai pour finir juste l'exemple en 2018 de 2 importants prêts de politique publique pour accompagner les processus de décentralisation au Sénégal et en Éthiopie.
Très bien, merci. Alors, je vais me tourner vers Monsieur Kilgren Grandi. Donc, vous êtes professeur à Sciences Po Paris. Vous êtes également collaborateur de l'AIMF. Donc, déjà, un petit mot sur l'AIMF. Quel est son rôle, et notamment en direction de l'Afrique. Et ensuite, je crois savoir que vous êtes un spécialiste de la coopération décentralisée. Qu'est-ce que peut apporter, comment ça se passe en Afrique à ce niveau, au niveau de la coopération décentralisée? Merci beaucoup pour cette question. Ça marche? Oui. Bonjour à tous. Oui, moi je suis maître de conférence en coopération décentralisée, en effet en city diplomacy, comme on le dit en anglais. Et pour mieux répondre à cette question, je vais peut-être vous présenter un peu cette démarche qui voit les villes protagonistes dans les relations internationales. C'est quelque chose qui naît en effet après la Deuxième Guerre mondiale avec l'accord des États, et c'est là pour reconstruire une forme de confiance et collaboration entre les villes dans des pays qui étaient ennemis dans la Deuxième Guerre mondiale. Les cas les plus célèbres, peut-être les jumelages entre la ville de Coventry et la ville de Dresden, Angleterre et Allemagne, qui étaient respectivement complètement détruites par les bombes de la Deuxième Guerre mondiale et qui se sont liées pour créer cette forme de coopération. Donc quelque chose qui naît avec cette idée, mais qui va beaucoup plus loin et extrêmement importante aujourd'hui. L'importance a toujours grandi. L'idée est celle de lier des territoires et des personnes avec les connecteurs de cette forme de structuration politique qui est la plus proche aux citoyens, non pas seulement la plus ancienne, la ville, mais c'est aussi la plus proche, bien évidemment. Les maires sont capables de comprendre quelles sont les premières nécessités de leurs citoyens, et en agissant ensemble, il y a plein de bénéfices pour cela. L'AIMF, l'Association internationale des maires francophones, avec son évolution, représente une bonne pratique en effet de cette approche. L'AIMF fête cette année ses 40 ans. Il y aura la semaine prochaine les congrès pour les fêter à Phnom Penh, au Cambodge. Et ça commence avec ce but d'échange, de partage pour améliorer les contrôles et la gestion des villes à travers la coopération. Mais vite, en effet, au fil des années, cette forme de coopération se structure pour être plus ambitieuse et intégrer non pas seulement des solutions ponctuelles à des petits soucis, mais une vision des grands défis qui, si sont transnationaux de nature, c'est dans les villes qui ont leur impact les plus forts. Justement, les changements climatiques, l'égalité, les vivre ensemble, la sécurité, c'est tout ce qui est bien lié à l'échelon, bien sûr, municipal. Et en cela, l'accent sur la fonction du maire est central. Les maires qui n'est plus vu juste comme quelqu'un qui est en charge d'une administration, mais quelqu'un qui est capable de se rendre un impulseur, un catalyseur d'un changement en ouvrant aux énergies positives qui se trouvent à l'intérieur de la ville. Une confiance dans les citoyens est à la base de cette forme de coopération décentralisée. Et alors on trouve en effet dans cet échange l'entrée des sujets qui sont parfois controverses, par exemple les rôles des communautés religieuses dans le développement durable de la ville, ou encore les limites de l'administration au point de vue juridique, et donc une quête de décentralisation qui varie bien sûr par rapport à la situation constitutionnelle des différents États. Cela s'est fait de façon multilatérale avec l'engagement d'acteurs qui ont des activités très très différentes, mais partagent justement ces valeurs communes. Dans mon travail de coopération avec l'AIMF, j'ai pu être dans les derniers mois à Abidjan, et j'ai pu vérifier par exemple la mise en place d'un programme en coopération avec l'Union européenne et la Fondation Bill & Melinda Gates pour le planning familial au milieu scolaire. C'est un vaste programme qui se déroule dans différentes villes africaines pour accompagner les écoles dans leur formation vis-à-vis de la santé sexuelle et des grossesses au milieu scolaire.
Et c'est là, justement, voir un engagement extrêmement fort, extrêmement participant de la collectivité locale, des villes qui entrent dans la gestion des projets et même des différents acteurs, donc les écoles, les doyens des écoles qui sont mis en puissance par ces collectivités. Un autre exemple, par exemple, d'infrastructure, c'est la création dans la commune de Yopougon d'une médiathèque, un projet qui a été également accompagné par l'IMF, mais qui, justement, grâce à cette forte impulsion, cet partage des visions, cet échange avec la communauté locale, a été modifié et élargi. C'était une médiathèque de dimensions plutôt contenues qui a ensuite été élargie et c'est la mairie de Yopougon qui a mis ce qui est nécessaire pour élargir et faire quelque chose d'encore plus vaste, encore plus ambitieux. Ça, donc, c'est quelque chose qui est fait du côté multilatéral. Il y a bien sûr une grande quantité de coopération bilatérale avec tous les pays d'Afrique, et cela s'est fait traditionnellement dans une perspective nord-sud, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que de plus en plus, il y a des coopérations sud-sud. Madame Cissé, tout à l'heure, a évoqué les sujets des bus à transit rapide. C'est une technologie, en effet, qui a été développée à Lima, au Pérou, ensuite améliorée et raffinée à Curitiba, au Brésil, et maintenant est présentée comme une bonne pratique dans le monde entier, même pour les villes du Nord qui considèrent cela une alternative utile et économique à des grands travaux qui, par exemple, sont celles pour construire un métro. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Grandi. J'aimerais bien qu'on parle quand même un petit peu du facteur climat-environnement, parce que on sait que l'Afrique aujourd'hui est responsable de 3% des émissions de gaz à effet de serre, et pourtant le continent est particulièrement touché par le réchauffement climatique, que ce soit au nord des pays subsahariens jusqu'en Afrique du Sud, qui rationne sa consommation d'eau chaque année un peu plus. On peut penser également à la montée des eaux qui menace un certain nombre d'îles dans la région océan Indien. Et quand on voit les ressources de Madagascar dont vous parliez, Madame de Frémont, tout à l'heure, voire des Comores, c'est pas forcément les mêmes ressources que l'Indonésie, qui est actuellement en train de déplacer carrément sa capitale vers l'intérieur des terres. Donc, comment est-ce que on peut concilier le développement urbain et ces facteurs climatiques, environnementaux? Je vais me tourner vers Madame Cissé pour savoir un petit peu comment est-ce que ça se passe du côté du Sénégal, rapidement. Oui, au Sénégal, c'est bon. La dimension durable du climat est bien prise en compte par les autorités. Et pour les actions entreprises par l'État, nous avons une politique nationale de reboisement, parce qu'avec le désert qui s'est bien rapproché du pays, nous avons besoin de cette politique de reboisement. La Grande Muraille Verte, et la mangrove dans la zone du delta du Sine et en Casamance. Nous avons aussi, le gouvernement a mis en place une politique de mix énergétique avec les énergies renouvelables. Les centrales solaires ont été installées, une centrale éolienne aussi, et ce qui permet d'améliorer sensiblement la production d'énergie et ne pas recourir tout le temps au carburant en fait. Nous avons aussi la promotion du solaire dans l'éclairage public, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. L'adoption et la promulgation de la loi en 2015 relative à l'interdiction, la production, l'importation et la détention, l'utilisation des sachets plastiques de faible microzonage et à la gestion rationnelle des déchets plastiques. Cette loi est très importante parce que, vous savez, les déchets plastiques causent d'énormes problèmes à l'environnement. Les déchets plastiques ne se détruisent pas en fait. Et aussi bien au niveau de l'environnement que pour les animaux, quand ils les mangent, ça pose des problèmes. Donc cette loi n'est pas encore appliquée réellement, il y a des limites et le gouvernement est en train de prendre des mesures pour régler cette question.
Et au niveau de la ville de Dakar aussi, nous avons eu recours à l'éclairage solaire dans les lieux de culte et dans les édifices publics, l'éclairage au solaire des artères de la ville. Et pour des exemples de solutions durables, nous pensons qu'il serait important qu'on trouve des solutions pour, au niveau des solutions pour interdire en fait la circulation des véhicules hippomobiles. Ça se fait déjà au niveau de certaines artères, mais aussi interdire au niveau réglementaire la circulation de certains véhicules. Et d'ailleurs, le président Macky Sall a interdit l'importation des véhicules de plus de 8 ans, me semble-t-il, sous peine d'encourir une lourde amende de jusqu'à 2 millions de francs CFA. Oui, effectivement, parce qu'on avait, avant l'accession à la présidence de M. le Président Macky Sall, on avait la possibilité d'importer des véhicules d'un certain âge. Et ces véhicules venaient en fait pour augmenter à la pollution et à la couche d'ozone. Donc le fait d'interdire l'importation de ces véhicules est aussi une solution pour le climat. Merci, Madame Cissé. Un mot peut-être de Madame Rivoal, car la tech à travers les Smart Cities sera, j'imagine, au programme du prochain sommet. De quelle façon la tech peut-elle répondre à un certain nombre de défis urbains à travers des solutions innovantes et durables ? Alors, la tech est partout dans l'urbain. Déjà, elle est dans nos villes, à nous. Alors, la frite, ça va être la même chose, mais en démultipliant encore l'impact de la tech. Les Africains ont inventé quelque part l'usage très important du mobile money, donc du paiement par le smartphone, et parce que par la force des moyens, des contraintes qui sont applicables à l'Afrique, ils sont forcés d'être innovants sur la technologie, innovants sur le coût. Donc on a des solutions low cost, très adaptées, très agiles, très rapides. Et en fait, l'Afrique, à mon sens, va être à la pointe de l'utilisation des technologies dans le développement global et notamment le développement urbain. On a bien sûr tout ce qui est mobilité. Savoir et prévoir à l'avance, on parlait des transports informels, eh bien, il y a des apps qui prévoient des circuits totalement informels de transport collectif qui permet d'aller le chercher exactement où il passe. Bien sûr, les compteurs intelligents pour l'eau et l'énergie, les fuites d'eau, les coupures électriques sur l'industrie, c'est très important. Moi, je parle à des entreprises tout le temps, françaises et africaines, qui me disent le prix de l'électricité, c'est un facteur bloquant pour le développement de l'économie, mais plus encore, c'est la qualité de l'électricité. Toutes ces coupures qui mettent les machines à l'arrêt, il faut les redémarrer, ça coûte encore plus cher que le prix de l'électricité qui est déjà très cher. Donc des compteurs intelligents qui prévoient et qui identifient tout de suite qu'il va y avoir coupure, baisse de tension, surtension, c'est très important. Bien sûr, sur l'eau, n'en parlons même pas, les fuites d'eau qui peuvent être prévues, les mesures à distance, jusqu'à 60 prises de mesures par minute. J'ai rencontré un Sénégalais qui venait de France, qui avait fait des études en France, travaillé pour une grande entreprise française, qui est revenu au Sénégal, dont le rôle très important de la diaspora qu'on soulignera peut-être à un autre moment, mais qui revient et qui a développé au Sénégal des compteurs intelligents et qui a damé le pion à d'autres fabricants parce qu'il avait une idée que ce soit low cost et il a remporté les contrats des grandes sociétés qui les mettent maintenant dans leurs entreprises. Autre chose, les collectes de déchets plastiques. Le plastique n'est pas valorisé en Afrique, donc on le jette. On le jette parce qu'il n'a pas de valeur, il n'a pas d'importance, et en fait, on le jette par terre. Donc, le meilleur moyen de changer le comportement, c'est de lui donner de la valeur. Donc là, je suis cette fois-ci au Nigeria, start-up nigériane, avec une app qui dit, voilà, mettez de côté votre plastique et prenez une commande de collecte. Et pourquoi je le ferais? Pourquoi je mettrais de côté? Parce que si vous faites ça, on vient le collecter, ça vous donne des points d'achat dans tel ou tel magasin, bien sûr la station-service ou bien Auchan par exemple. Et pourquoi telle société donne des points gratuits? Parce que c'est des nouveaux clients qui vont consommer à la station ou dans la grande surface. Très intelligent, très simple, à base de technologie. Et en fait, toutes ces petites applications ou le Smart City, que j'aimerais tout de même souligner, doit être à petite dose. Moi, je ne suis pas personnellement pour la ville surconnectée. Le poteau intelligent, mesure de la pollution de l'air avec caméra de surveillance solaire, c'est très très bien, mais il faut que ce soit robuste aux intempéries, il faut que la maintenance puisse être faite, il faut que ce soit intelligent au sens bon sens du terme, j'ai envie de dire, parce que les smart cities, tous les pays africains maintenant veulent faire des à la pointe et des smart cities ultra connectés,
Mais le jour où il y a une panne d'Internet, une panne d'électricité, plus rien ne marche. Donc il faut quand même rester à l'épreuve des faits et de la vie de tous les jours des Africains. Donc la technologie est partout dans l'urbain, c'est sûr. L'Afrique va inventer à tour de bras des solutions à leur sujet du quotidien. Et j'en profite pour annoncer qu'on lance le challenge des 1000 entrepreneurs africains. Pour le sommet, nous invitons à nos frais 1000 entrepreneurs, entrepreneuses, parité homme-femme absolue. Et on me dit non, on ne trouvera pas assez de femmes. Alors là, franchement, on est bien d'accord que c'est totalement faux, les femmes viendront, et elles ont des solutions. Et ensuite, on veut les présenter, on veut aussi leur donner des opportunités de partenariat, de financement, de développement. Et donc, on va faire venir cette Afrique qui innove, et qui innove notamment par les femmes, et notamment par les apps, et notamment sur l'urbain, mais pas que. Elles vont venir, ils vont venir, et on les aidera à se développer. Très bien, je vais rebondir sur ce que vous disiez à propos des smart cities. Effectivement, elles fleurissent un peu partout sur le continent. Elles représentent plus des laboratoires de l'innovation que de véritables solutions pour tout ce qui est développement et désengorgement des grands pôles urbains en Afrique. Il existe des initiatives peut-être un peu plus modestes qui sont portées par la société civile, qui ont un réel impact et un moindre coût et qui permettent de trouver des solutions aux défis urbains. Donc je vais demander à Madame Frémont, sur le continent, quels sont le type d'initiatives issues de la société civile que vous auriez pu identifier et de quelle manière surtout les accompagnez-vous ? Je vais vous parler un tout petit peu des quartiers précaires et puis effectivement des initiatives, des initiatives d'innovation urbaine, parce que effectivement c'est un axe important d'associer les utilisateurs de la ville, la société civile, la jeunesse et les femmes dans la construction des projets. Ce que je voulais dire sur les quartiers précaires, c'est que les 2/3 de la croissance urbaine se fait dans ces quartiers. Et en plus, c'est dans ces quartiers, c'est ces quartiers qui sont les plus exposés aux effets du dérèglement climatique dont on parlait tout de suite, en raison de leur densité, de leur position géographique. Et donc, c'est très important de traiter ces sujets. Et donc, c'est un axe d'intervention fort pour l'Agence française de développement, d'améliorer les conditions de vie des habitants de ces quartiers, à travers un meilleur accès aux services essentiels et d'intégrer ces quartiers au reste de la ville et de prévenir leur formation dans d'autres points de la ville en soutenant notamment des programmes de construction de nouveaux logements. Mais en effet, ça ne suffira pas parce que cette amélioration nécessite l'adoption de modes de faire participatifs qui mobilisent de nombreux acteurs, les plus jeunes notamment, et également des approches plus innovantes. Et donc, de notre point de vue, il est important de co-construire avec les habitants et d'inventer de nouveaux modèles pour les impliquer dans la conception des projets. Et c'est pour ça qu'on travaille depuis quelque temps sur ce qu'on appelle des laboratoires d'innovation urbaine qui permettent, via un opérateur local, de lancer des petits appels à projets en direction des habitants. Donc l'objectif, c'est de créer des conditions d'expérimentation à petite échelle, au plus proche des usages, et de faire émerger et d'accompagner des micro-projets urbains de faible montant, centrés sur l'initiative des habitants et qui sont rapidement mis en œuvre en amont des opérations de plus grande ampleur que nous finançons par ailleurs et qui sont sur un temps long de mise en œuvre de nos projets urbains. Alors, je vais citer deux petits exemples. À Ouagadougou, au Burkina Faso, on a accompagné via un chantier participatif un design de mobilier urbain associé à un projet de voirie et un projet de marché à Ouaga. Dans le Grand Tunis, on a soutenu la conception d'un espace qui accueille de façon temporaire des artisans, des entrepreneurs dans un entrepôt et qui sera appelé à être reconstruit quand le projet sera réalisé. Merci. Je vais vous donner la parole, Monsieur Grandi, à propos des initiatives conduites par l'AIMF qui reposent avec l'engagement de la société civile. Il me semble que vous avez développé une initiative en direction du Mali avec la ville de Montreuil. Rapidement, hein, Monsieur Grandi. Bien sûr, donc non, en effet, l'AIMF n'est pas engagé dans cette initiative qui voit en effet, mais pourtant une forte participation de la société civile et le lancement de cette initiative part en effet du Mali. C'est un des exemples où c'est la ville qui reçoit
l'aide qui contacte et construit une forme de coopération. Alors, il s'agit du cercle de Yélimane. C'est en effet un grand territoire de 180 000 habitants, mais divisé en 12 communes et 94 villages. Donc, une grande partie de cela est rurale. Et donc, les premières élues femmes se sont rendues à Montreuil, ville avec laquelle Yélimane est jumelée depuis les années 80. Et on fait une série de rencontres avec les associations du territoire, notamment l'association des femmes maliennes de Montreuil et l'association des ressortissants de Yélimane. Et en échangeant avec eux, en effet, ils sont retournés, les femmes de ces voyages sont retournées avec l'idée de construire quelque chose qui existait à Montreuil, la maison de la femme, et de le faire avec les spécificités, les nécessités spécifiques des femmes de Yélimane. Donc, si à Montreuil, la maison de la femme est plutôt pour accueillir les femmes qui ont subi des violences, la maison qui a été construite depuis 2017, elle est opérationnelle à Yélimane. Elle travaille sur les deux nécessités qui ont été mises en valeur par les femmes élues, qui ont eu un engagement central dans ces projets, continuent à l'avoir, et c'est celle d'un côté, donner aux femmes une série de connaissances pratiques pour vouloir plus dans les marchés du travail, c'est des formations professionnalisantes, et de l'autre côté, il y a les débats et l'information sur toute une série de sujets sensibles, par exemple l'abandon scolaire ou l'égalité homme-femme dans le monde social et culturel. Très bien, merci. Ça va me permettre de rebondir sur le dernier point que nous allons aborder lors de cette table ronde à propos des femmes. Je vais m'adresser à vous, Madame Cissé. Quelle est la contribution des femmes sénégalaises aujourd'hui au réaménagement des villes? Selon vous, qu'est-ce qu'elles pourraient apporter? Au Sénégal, les femmes constituent plus de la moitié de la population. Donc, et c'est elles sont actives du matin au soir. C'est elles qui sont dans les ménages. Et déjà, au niveau de l'environnement, elles ont un rôle à jouer. Parce qu'au niveau des ménages, les ménages produisent par exemple beaucoup de déchets. Les déchets des ménages, je pense, si on veut régler cette question, on ne peut pas le faire sans associer les femmes. Et jusque-là, il y a un ramassage d'ordures, mais nous n'avons pas encore, par exemple, le tri des ordures, le tri sélectif des ordures. Et il serait important qu'on arrive à associer des femmes ou des groupements de femmes dans des projets pour régler cette question de tri sélectif des ordures, mais d'abord par la sensibilisation et aussi en leur permettant d'avoir accès au crédit, au financement pour réaliser ces projets-là. Les femmes jouent aussi un rôle au niveau de l'Assemblée nationale. Elles peuvent jouer un rôle très important parce que nous avons à l'Assemblée nationale, avec l'avènement de la loi sur la parité, les femmes sont en majorité. Bon, c'est pas une majorité absolue. On a 74 femmes sur 65 femmes sur 165 députés. Donc c'est assez important. Et les femmes députées de plus en plus sont conscientes du rôle qu'elles peuvent jouer dans le contrôle et l'évaluation des politiques publiques. Et actuellement, par exemple, on est dans le cadre du vote de l'examen du vote du budget de 2020 et le Sénégal est entré dans la phase des budgets programmes. Les budgets programmes, c'est des budgets dans lesquels chaque ministère détermine les différents projets et programmes qu'il va dérouler durant l'année. Et les femmes peuvent avoir une influence et avoir un regard sur les projets. Est-ce que les femmes sont vraiment, les préoccupations des femmes sont prises en compte dans ces projets et programmes-là? D'accord, merci beaucoup. Donc notamment sur le tri des déchets, il pourrait y avoir un vrai impact des femmes. Un mot rapidement de Madame Rivoal. Sur les femmes, vous voulez finir en beauté.
La femme africaine a mon plus grand respect pour avoir vraiment visité beaucoup de pays africains. C'est la colonne vertébrale du secteur informel de l'économie qui n'est pas forcément tenue en compte. C'est la colonne vertébrale des bidonvilles dans toute l'activité qui peut être menée. Ça va devenir la colonne vertébrale du monde politique. Et quand je vois des femmes comme Madame Cissé, j'en suis convaincue. Ces femmes africaines doivent avoir de la place, de l'espace, de parole, de pouvoir. Car quand, ça c'est, je ne sais pas si c'est un problème africain, mais ça pourrait l'être, quand on confie ces économies à une femme africaine, elle va en faire bon usage et elle va le faire fructifier. Bien sûr, je ne ferai pas la contraposer pour un homme, mais je pense qu'il serait bon de mettre la femme au cœur du développement économique, au cœur de l'urbain, les petites filles à l'école, tout ce développement des femmes, de la fillette jusqu'à la femme active, sera transformant pour l'économie africaine. Et Dieu sait si à chaque fois, Journée internationale de la femme, je portais ce message avec mes collègues ambassadrices, etc. Il y a des rôles modèles qui doivent être là, des femmes qui réussissent à avoir des positions de pouvoir dans l'économie, dans le politique, dans la ville. Elles doivent attirer dans leur sillage toutes les autres femmes pour qu'elles puissent se sentir en capacité de faire. C'est valable d'ailleurs pour l'Afrique, j'ai envie de dire c'est valable pour la France. Mais en tout cas sur l'urbain, il est déterminant qu'avec l'esprit pragmatique que les femmes ont, qu'elles soient au cœur des décisions qui les concernent, quand on va le dire, la mobilité, l'énergie, en premier lieu. C'est elles qui portent ces sujets au cœur des villes. Très bien. Alors, malheureusement, on me fait des signes comme quoi le temps qui nous était imparti est largement dépassé. Donc, je vous remercie à toutes et à tous, et à vous, Monsieur Grandi, d'avoir participé à cette conversation. Évidemment, on a dressé un portrait non exhaustif de la situation. Je vous invite à lire la Tribune Afrique de ce mois-ci, qui revient sur cette thématique des villes africaines. Et je vais tout de suite appeler Monsieur Gilles Babinet, qui va nous présenter sa keynote sur la tech et les villes africaines. Merci encore. Bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous pour parler de ces sujets absolument passionnants de l'émergence africaine dans un contexte numérique. Je dois vous dire que c'est un sujet qui m'intéresse depuis maintenant de longues années. Et je voudrais commencer par mettre un peu en perspective ce qui est en train de se passer. Je crois qu'on assiste à une explosion des villes qui est probablement qui n'a pas d'égal dans le monde, avec des villes qui passent de quelques dizaines de milliers d'habitants il y a 50, 60 ans à plusieurs millions, dans certains cas plusieurs dizaines de millions d'habitants, et cela évidemment dans un contexte où la capacité de programmation et d'urbanisme est assez faible. Ceci étant probablement accru, ce phénomène d'incapacité de programmation, par le fait que la révolution, la globalisation, les programmes d'ajustement structurel qui ont été emmenés par le FMI, les grands opérateurs, d'une façon générale, le contexte politique mondial fait que les États se sont souvent trouvés avec des capacités d'intervention assez limitées. Je pense à des ensembles comme par exemple Brazzaville, Kinshasa, la conurbation qui est absolument énorme, et pour ceux qui ont eu l'occasion de la visiter, qui manifestement a largement manqué de programmatique dans la façon dont elle était construite. Une autre ville qui, je crois, africaine est très emblématique de ce que l'on observe, c'est Conakry, qui est construite sur un isthme. La ville fait 30 km de long, et je crois que c'est presque un des cas les plus critiques qui puissent exister, puisque dans la mesure où la ville n'a pas de largeur, elle fait 2 km de large sur 30 km de long ou 3 km de large, et bien évidemment, on a des engorgements de trafic qui sont catastrophiques, à tel point que le matin, on met les 4 voies de l'autoroute dans le même sens, et le soir, c'est les 4 voies de l'autoroute qui sont mises dans l'autre sens. Seul moyen qu'on a trouvé pour réussir à désengorger quelque peu la ville. Et dans le même temps, on a une absence dramatique de transport public. Alors, ces phénomènes-là sont peut-être les plus critiques, mais je crois qu'ils sont assez symptomatiques de ce que l'on observe en Afrique, c'est-à-dire une difficulté
à avoir une gouvernance des villes qui soit appropriée à leur croissance et aussi une difficulté aussi à financer ce développement. Il y a quelques années, j'avais rencontré le maire de Lagos. Donc Lagos, c'est plus une ville, c'est une conurbation qui s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres. Eh bien, il me disait, c'est pas compliqué. Ma municipalité croît de 12 à 15% par an. Et évidemment, le budget de la municipalité ne croît pas dans d'égales proportions. Donc il nous faut à chaque fois être un petit peu plus intelligent, un petit peu plus, on parle en anglais, un peu plus smart. Et d'où l'idée de cette notion de smart cities. Alors je crois qu'il faut effectivement, et ça a été dit dans la dernière table ronde, revenir un petit peu sur Terre. Il y a des projets extraordinaires en Afrique que je vous avais dû entendre parler. Je pense à ECHO au Nigeria. Je pense évidemment à Konza et Tantu au Kenya. On pense à Kigali, qui en soi est une smart city. Ou encore, et ça a été évoqué, Diamine Diallo au Sénégal. Donc tout cela, ce sont plus effectivement des expériences de laboratoire. Ce sont des villes qui sont un peu hors sol et qui ont été conçues avec avant tout une ambition de vitrine et dont c'est extrêmement difficile d'envisager de les dupliquer à l'échelle des 50 mégacités que l'on pense avoir à l'échelle du monde, probablement aux alentours de la moitié d'entre elles se situant en Afrique d'ici 2050. Donc le sujet, c'est finalement d'arriver à reprendre le contrôle de la gouvernance de l'urbanisme africain pour rentrer dans ce qui peut être des smart cités qui sont réellement destinées aux habitants de ces ensembles. Et là, je m'appuie sur les échanges que j'avais eus à l'époque avec donc le maire de cette ville de Lagos qui me disait, mais en fait, pour nous, la smart cité, et je crois qu'on peut louer ça, c'est avant tout un pragmatisme qui passe potentiellement par la technologie. Et c'est vraiment comme ça que je crois qu'il faut le voir. C'est-à-dire qu'il faut arrêter avec ces éléphants blancs, je crois qu'on pourrait les appeler ainsi, c'est-à-dire cette idée de se dire que la technologie, et souvent une technologie dans une perception qui est très néocoloniale, va sauver les villes africaines. On sait bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc des technologies sont effectivement efficaces. Ce qu'on voit absolument partout en Afrique, c'est le smart meter, le compteur qui est électronique, et qui va avoir une vertu, c'est que petit à petit, ces smart meters deviennent de plus en plus intelligents, et autant le dire directement, ils permettent de détecter la fraude. Et en détectant la fraude, on arrive à avoir finalement un taux de gens qui vont payer le réseau qui sera plus important et une capacité d'expansion. Il y a des villes, et notamment au Nigeria, où le taux de gens qui payent était, il y a seulement quelques années, inférieur à 40%. Et donc quand vous êtes un opérateur d'énergie, eh bien vous êtes finalement chroniquement en effondrement. C'est-à-dire que non seulement vous êtes incapable de financer l'infrastructure à ceux qui sont prêts à la payer, mais ceux qui la payent déjà se retrouvent dans des situations où il y a des coupures qui sont extrêmement importantes parce que vous ne pouvez même pas financer les opérations courantes. Donc ça, ce sont des choses qui sont vertueuses, que l'on voit de plus en plus dans de nombreux pays africains. On commence à avoir une extension non plus seulement à l'électricité, mais également à l'eau de ces smart meters. Et on voit dans un certain nombre de villes une réappropriation de la capacité à financer la maintenance des infrastructures et leur expansion. Donc ça, c'est tout bête, mais c'est typiquement une chose qui fonctionne. Ce sont assez souvent des technologies est-asiatiques, pour ne pas dire chinoises, mais pas que. Et je crois que c'est un bon exemple de la capacité à re-rentrer dans la logique programmatique. Et en fait, tout mon propos, finalement, est là. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut arrêter avec cette vision toute faite. Auparavant, quand on était des opérateurs d'impact, on construisait des infrastructures et puis on les construisait souvent en dépit du bon sens. Aujourd'hui, il faut éviter de faire ça avec la technologie. Et je crois que l'enjeu, c'est d'arriver à créer des outils de nature nouvelle. Alors, quand je dis des outils de nature nouvelle, c'est quoi? C'est par exemple comprendre les territoires. Vous ne pouvez pas comprendre les territoires comme on le fait en Occident. C'est-à-dire en vous disant, je vais construire un INSEE qui va faire
des études sur le terrain, etc. Ça ne marche plus. Votre territoire, vous revenez un an plus tard, c'est plus le même. Et donc, il faut construire des outils de statistiques publiques qui reposent sur des modèles nouveaux, qui sont des modèles de big data, qui vont s'appuyer sur la traçabilité des usages dans les téléphones mobiles. On prend les pylônes, on regarde où sont réellement les gens, et on est capable de construire des infrastructures de transport, des infrastructures d'impact qui sont beaucoup plus localisées où ça se trouve. J'avais une fois discuté avec le directeur d'une très très grosse entreprise française qui construit des supermarchés en Afrique et qui me disait, quand on veut savoir où on implante à Abidjan un supermarché, on se balade avec le doigt au vent, pour ainsi dire, et on décide en fonction de ce qu'on voit du trafic, où est-ce que ça doit se mettre. On peut dépasser ça en utilisant le big data pour faire ce genre de choses. C'est la même chose pour un très grand nombre de politiques publiques. On peut réussir à faire ça avec une approche extrêmement nouvelle. Mon point, finalement, mon unique point, c'est de dire que si on veut réussir à se réapproprier l'espace urbain, eh bien, il faut commencer par une chose, c'est par créer des curriculums, des outils de formation qui ne sont pas une importation de ce qui se fait en Occident, mais qui sont repenser cet espace dans le contexte dans lequel il se trouve. Et ça, c'est fondamental. Moi, je peux vous dire, je vais faire un peu de pub pour ma propre activité, que je me suis lancé, mais ceci étant, je n'ai pas de business model, donc ce n'est pas vraiment, je dirais, inacceptable, mais je me suis lancé dans la construction d'un MOOC de politique publique africaine et numérique, parce que j'ai la conviction que c'est la seule façon de faire, c'est de former les responsables à ces enjeux. Sinon, ils vont se former en Occident, ils vont dupliquer ce qui se fait à cette échelle, et on va refaire des catastrophes comme on a fait par le passé. On peut penser le monde totalement différemment, mais à condition de recréer ces curriculums et d'utiliser la technologie pour les créer de façon extrêmement différente. Donc je sais que vous êtes en retard, et malheureusement je ne peux pas m'étendre plus avant, mais mon point, c'est de dire, finalement, on a des espaces qui sont différents, et la technologie peut nous permettre, sous réserve qu'on forme les opérateurs, et je pense en particulier aux fonctionnaires et au personnel politique, de faire quelque chose qui sera différent et qui sera approprié au contexte dans lequel ça se fait. Je vous remercie pour votre attention. Merci Monsieur Babinet pour cette intervention. On va poursuivre tout de suite les discussions sur les villes africaines, en particulier sur l'identité de ces villes. J'appelle Stéphanie Janin et Madame Françoise NTP. Bonjour. Alors, Stéphanie Janin est architecte, urbaniste, maître de conférences associée à l'École nationale d'architecture de Montpellier, membre du GRF ITLAB, mais aussi membre de la commission de recherche de l'ENSAM. Et Madame NTP dirige et est fondatrice d'ailleurs d'un cabinet d'architecture. Elle est franco-camerounaise et elle a dirigé un certain nombre de projets sur le continent. Donc ce qui va être intéressant maintenant, c'est de croiser les regards d'une urbaniste et d'une architecte sur les défis et l'identité surtout des villes africaines. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec Stéphanie Janin. En quelques mots, pour vous, en tant qu'architecte, c'est quoi les grands défis des villes africaines aujourd'hui ? On a avant tout une question démographique, puisqu'aujourd'hui on a 472 millions de citadins africains et en 2050 on aura 1,2 milliard. Donc on a des phénomènes qui sont d'une ampleur inégalée, et ça a déjà été évoqué dans les autres tables rondes, je ne m'étendrai pas plus. Et on a surtout une particularité, c'est qu'à la fois on a une croissance démographique, on a un étalement très important qui s'opère, mais on n'a pas de croissance en termes de développement. C'est-à-dire qu'en Afrique aujourd'hui, croissance de la ville ne veut pas
va dire développement et la plupart de la population reste totalement dénuée d'accès élémentaire aux services publics. Donc ça, c'est une réelle problématique. Alors je pourrais vous parler des villes nouvelles, des centres d'affaires dans les grandes villes, mais le modèle urbain prédominant, ce n'est pas celui-là, c'est celui de la ville informelle. Et aujourd'hui, en réalité, c'est hors des plans que la ville africaine se développe. C'est donc dans la ville informelle que réside l'enjeu principal, qui est aussi un enjeu climatique, puisqu'on assiste à une injustice climatique qui est absolument intolérable en Afrique, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'Afrique émet moins de 4% de l'émission des gaz à effet de serre, et pourtant on sait déjà aujourd'hui qu'elle va être 1,5 fois plus soumise au changement climatique, et que parmi les 10 grandes villes qui vont être le plus soumises au changement climatique, 8 sont africaines. Donc on a vraiment en Afrique un enjeu de niveau mondial sur les questions écologiques, les crises migratoires qui concernent les villes africaines. Très bien. Alors, on remarque aussi de Johannesburg jusqu'à Nairobi ou Abidjan que très souvent, les modèles d'architecture et même d'urbanisme sont calqués selon des modèles occidentaux qui ne sont pas forcément adaptés aux réalités locales. Les politiques publiques liées à l'urbanisme, donc à la construction de logements, d'infrastructures, les mobilités, etc., sont pensées en Afrique pour une minorité, en fait. Et on a donc des enclaves pour personnes aisées qui se développent ça et là, et la ville informelle qui se développe sans planification, sans gestion, sans levée d'impôts. Et nos méthodes occidentales peuvent inspirer pour la construction des villes nouvelles, par exemple, pour les centres d'affaires, mais elles sont totalement inopérantes pour les questions de la ville informelle. Alors pour une raison assez simple que je peux expliquer en une phrase, nos modèles de planification sont basés sur l'anticipation des phénomènes urbains sur la base de données fiables. C'est-à-dire que nous, on anticipe la ville, on planifie la ville sur la base de données. La ville informelle, elle est déjà là, et on n'a pas de données fiables. Donc je crois que c'est assez facile de comprendre que nos méthodes occidentales sont complètement inadaptées et qu'il faut vraiment que l'Afrique réinvente des modèles post-occupation qui soient à la fois pertinents et surtout partagés par les habitants et les habitantes. Très bien. Alors, Madame NTP, une petite réaction à ce que vient de dire Madame Janin. Est-ce qu'on pourrait dire, dans une certaine mesure, que les architectes africains sont en crise d'identité ? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, de par mon expérience sur le continent africain, je ne pourrais pas forcément parler de crise identitaire, mais plutôt d'une recherche effectivement sur la question du contexte. C'est vrai que la plupart des architectes africains viennent se former soit en Europe ou dans d'autres pays industrialisés. Il existe quand même un certain nombre d'écoles d'architecture en Afrique. On a tendance à l'oublier. Il y a au moins 9 pays qui accueillent des structures d'enseignement de l'architecture. Il y en a une grosse majorité, enfin, on va dire, dans des universités. Il y a deux pays majoritaires en Afrique du Nord et après 7 pays en Afrique subsaharienne. Donc il y a quand même en fait une volonté des architectes à être formés sur place. Après, le problème, c'est que souvent, effectivement, ils vont chercher des formations complémentaires, et notamment en Europe, et du coup, ils viennent calquer effectivement des modèles européens, mais ils ont toujours en fait l'envie et la motivation de revenir en fait dans leur pays pour apporter leur expertise. Donc aujourd'hui, ce qui est assez drôle, je dirais presque, c'est que on parle beaucoup de développement durable, notamment en Afrique, qui est un sujet qui n'est pas forcément encore très bien maîtrisé. Mais il y a en fait pour moi une caricature, on va dire, assez globale entre soit du tout vernaculaire, soit on va dire, l'architecture dite internationale, qui n'a pas vraiment en fait sa place, si ce n'est dans justement les centres-villes d'affaires et autres. Et donc entre les deux, il y a vraiment une place, il y a vraiment un espace où c'est là où peut se jouer vraiment la nouvelle identité de l'architecture contemporaine africaine, à mon sens.
D'accord. Alors justement, vous avez travaillé sur un certain nombre de projets sur le continent, notamment au Bénin. Vous avez participé à la construction de musées. Actuellement, je crois savoir que vous travaillez sur un projet de musée du côté d'Abomey au Bénin. Dans quelle mesure essayez-vous de vous inspirer justement de cette identité architecturale africaine pour conduire ces projets ? Alors, en fait, quelque part, j'ai de la chance, j'utilise, on va dire, ma double casquette francophone et du coup camerounaise et donc africaine pour pouvoir impulser, en fait, les deux méthodologies, on va dire. Donc, pour moi, la meilleure façon, en tout cas en tant qu'architecte, de pouvoir vraiment avoir une réponse cohérente, c'est de toute façon et de toutes les manières s'intéresser au contexte de la ville, s'intéresser au contexte des populations et comment vivent les gens vraiment sur place avant de donner une quelconque réponse. Donc regarder le paysage, regarder effectivement les mobilités, regarder tout ça, c'est vraiment la base fondamentale pour moi d'un projet qui va s'ancrer dans son contexte et dans son pays. Ensuite, effectivement, il y a la qualité et l'expertise sur les matériaux, sur les techniques qui peuvent être mises en place. Et donc c'est comme ça en fait que moi j'ai abordé en fait mes projets, notamment au Bénin mais aussi ailleurs. C'est vraiment arriver à allier les deux. Donc apporter mon expertise, on va dire française, mais en gardant toujours et principalement en optique que ça va être pour un usage en Afrique et non pas en Europe. Voilà. D'accord, très bien, merci. Madame Janin, j'aimerais bien avoir votre avis sur la place de la société civile pour repenser ces villes africaines, parce qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui se mettent en place et qui reconfigurent complètement la façon d'envisager les villes de demain sur le continent. C'est vrai que cette question que vous posez de la place de la société civile dans la fabrication de la ville, on pourrait la poser partout dans le monde quelque part. Parce qu'aujourd'hui cohabitent vraiment des modèles horizontaux, des modèles verticaux, hiérarchisés, traditionnels qu'on connaît bien, qui sont ceux de toutes nos organisations, nos structures, nos administrations, nos entreprises même, et qui cohabitent aujourd'hui avec des modèles horizontaux qui sont émergents, qui sont beaucoup plus agiles, participatifs, rapides, et qui ont été rendus possibles par l'émergence notamment du digital et bien entendu des réseaux sociaux. Donc cette question, on peut la poser partout dans le monde. Alors il ne s'agit pas d'opposer ces deux modèles, mais de savoir comment user efficacement de l'un et de l'autre, et comment donner toute sa place à ce qu'on appelle la maîtrise d'usage, c'est-à-dire la reconnaissance d'une expertise des usagers, donc des habitants et des habitantes. Alors la première étape pour avoir une prise en main de la fabrication de la ville plus contextuelle, plus locale, c'est l'autonomisation des collectivités locales. Puisqu'aujourd'hui, si la décentralisation est affichée, en réalité l'État demeure l'acteur principal, les communes ont très peu de prérogatives et elles se retrouvent à gérer au quotidien des projets qu'elles n'ont ni décidés ni mis en œuvre. Alors je vous laisse imaginer ce que ça peut donner en termes de gouvernance et de problématiques de gestion au quotidien. Donc ça, c'est la première étape. Et puis ces collectivités locales, elles doivent pouvoir s'appuyer sur des relais dans les quartiers, des citoyens, des citoyennes qui prennent part, et qui le souhaitent d'ailleurs, qui prennent part dans le développement de projets. Ça a d'ailleurs été évoqué lors de la table ronde précédente et j'ai eu beaucoup de plaisir de voir que l'AFD, qui est quand même un bailleur de fonds très important, prend en main ces sujets-là. C'est ce qu'on appelle l'empowerment africain, et ça, il faut le mettre en œuvre, le structurer, le mettre en valeur. Et je pourrais citer à cet exemple, bien entendu, l'accès aux services publics va être la première question fondamentale aujourd'hui pour la mise en place de ces projets, mais il ne faut pas oublier tous ces projets qui doivent se réaliser dans la ville informelle, en acupuncture, des maisons médicales, un marché, une école, qui peuvent tout d'un coup changer la vie de centaines, de milliers d'habitants, d'un terrain de sport. Et ça, c'est vraiment cette méthode de projet par acupuncture qui, je pense, va prendre de plus en plus le pas, et je le souhaite en tout cas, et je souhaite que ces projets-là soient financés. Et je peux par exemple à cet effet citer tous les projets de l'architecte sud-africaine Karin Smuts,
qui depuis 30 ans réalise ce type de projet participatif en partenariat avec la population, avec les habitants. Et les habitants sont invités finalement à s'exprimer sur la définition du programme, sur la définition du projet. Ils vont à la recherche des matériaux, parfois de récupération. Ils peuvent ajouter leur touche artistique. Ils participent au chantier. Les ouvriers sont cherchés au plus près du bâtiment. Et finalement, on a une agrégation sociale qui se fait autour du projet avant même que le bâtiment existe. On est sur une approche qui donne finalement tout autant d'importance au bâtiment fini qu'au processus qui a permis de le mettre en œuvre. Et je crois que là, on tient vraiment une clé de projet. Et d'ailleurs, ce qui peut nous donner espoir, parce que la tâche évidemment est immense, quand on traite ces questions-là, on oscille entre l'enthousiasme et le désespoir, parfois au sein de la même journée. Je crois qu'on peut s'inspirer de ce qui est fait aujourd'hui dans les favelas brésiliennes, où il y a des nouveaux partenariats de coproduction entre les pouvoirs publics et les habitants qui se mettent en place et qui offrent déjà aujourd'hui énormément de résultats. Ce sont des projets qui sont très pragmatiques, économes en moyens, mais qui apportent de la qualité de vie tout de suite. Alors moi, je pense surtout une chose, c'est que cette fabrication, cette nouvelle fabrication de la ville informelle, elle doit se faire par acupuncture et surtout avec les Africains et les Africaines. Alors, Madame NTP, peut-être une petite réaction à cela, à l'agrégation sociale autour des projets d'architecture, notamment dans les quartiers défavorisés ou informels sur le continent? Alors oui, je pense qu'effectivement, ce sont des initiatives qui sont primordiales aujourd'hui, notamment justement pour que la société civile puisse s'impliquer de plus en plus dans la construction de la ville. Je pense qu'il y a aussi d'autres moyens, notamment on parle vraiment de cette croissance exponentielle des populations. Je sais que dans mes dernières rencontres, notamment avec des élus au Cameroun ou autres, il y a la question effectivement du logement qui se pose, et il se pose notamment la question par exemple du logement social, comment ça se met en place. Il y a des montages qui sont très particuliers à faire. Je pense que c'est aussi des pistes et des solutions sur la gestion et la façon dont une ville peut se faire et se monter, qui est importante, parce que effectivement il y a les initiatives, on va dire informelles, mais la population a aussi besoin que les collectivités et les élus les accompagnent d'une manière aussi plus globale et générale, et pour comprendre quelle pourrait être la qualité de la ville de demain en Afrique. Donc c'est vrai qu'il y a différentes échelles d'intervention qui sont à ne pas négliger en fait. Alors justement, par rapport à ces différentes échelles, on remarque qu'il est parfois plus facile de mobiliser des fonds des bailleurs internationaux pour des grands projets autour de construction à l'intérieur de Smart Cities, par exemple, que pour des projets issus de la société civile qui demanderaient que quelques dizaines de milliers d'euros. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater l'une et l'autre? Peut-être que je vais commencer par Madame Janin. Comment mobiliser ces bailleurs internationaux? Je vois que notre time est out, donc on va sans doute, j'imagine, conclure très, très rapidement. Ouais. Je pense effectivement qu'on doit s'orienter de plus en plus vers ces petits projets en acupuncture avec la société civile, que les bailleurs de fonds doivent aussi réussir à mettre en valeur les procédés constructifs traditionnels, les matériaux traditionnels. Je pense par exemple à la voûte nubienne, qui est un procédé que vous devez naturellement connaître, qui nous vient de la période antique dans le Haut-Nil, qui est vraiment une méthode de construction qui est redoutable en termes d'efficacité thermique, extrêmement peu de compétences nécessaires et les matériaux la terre. C'est ça qu'il faut développer, c'est ça qu'il faut encourager, et avec les habitants. Un dernier mot, le mot de la fin pour Madame NTP? Juste pour conclure, oui, effectivement, je pense que c'est là où est l'innovation en fait. C'est pas forcément aller chercher des procédés hyper technologiques ou autres, c'est vraiment se replonger sur la maîtrise de la construction et vraiment l'historique d'une construction existante. Et après, je voudrais vraiment insister aussi sur l'accompagnement et sur après la gestion et l'entretien, parce que c'est vraiment des questions qui sont fondamentales aussi sur le continent africain. C'est l'entretien, parce que effectivement les données météorologiques sont assez critiques souvent entre l'ensoleillement, mais il y a aussi les pluies. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est vrai qu'il y a un accompagnement à faire aussi au-delà de la mise en place des projets. Voilà.
Merci beaucoup, mesdames. Et écoutez, le temps imparti a été vraiment trop court. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Et je vais appeler maintenant Monsieur Medikaïs de la société Poma. Ah, il est là. Alors, qui va nous présenter sa keynote sur Entreprise Oser l'Afrique, sur les mobilités dans les villes africaines. Bonjour, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être rapide, c'est l'heure du déjeuner. Je sais que vous avez tous un peu faim. Et en même temps, c'est jamais forcément évident de succéder à des tables rondes d'aussi haute qualité. Alors ce que je voulais mettre en relief aujourd'hui, c'est deux choses. C'est oser l'Afrique comme thématique et oser l'Afrique à travers l'exemple de la société que je représente, qui est la société Poma, qui est le leader mondial du transport par câble. Alors pourquoi oser l'Afrique? Tout simplement parce que vous avez entendu pas mal de chiffres depuis ce matin. C'est difficile de pouvoir avoir une idée très précise finalement de qui, que, quoi, dont, où. Mais en résumé, nous pouvons dire que l'ensemble des indicateurs socio et démographiques, économiques, démontrent que l'Afrique est le continent de tous les défis. On l'a vu d'un point de vue démographique, la population du continent est de 1 milliard, un peu plus d'1 milliard d'habitants aujourd'hui. On sait que cette population va doubler dans les prochaines années, à l'horizon 2050. Et c'est en outre, c'est là où je voulais en venir à travers cette keynote, un potentiel immense pour les entreprises françaises et autres qui souhaitent exporter et mettre en avant leur savoir-faire. Alors souvent, nous avons des priori sur le continent, nous n'avons pas la même échelle temporelle, nous n'avons pas la même façon peut-être de voir les choses. Néanmoins, ce qui est important de souligner et de mettre en relief, c'est qu'il existe un nouveau paradigme entre la France, l'Afrique et le monde, et que le secteur privé sera de plus en plus important et sollicité pour porter ces nouvelles dynamiques. Alors les nouvelles dynamiques, il y en a beaucoup, il y a de nombreux défis. Le défi que je représente aujourd'hui, c'est le secteur de la mobilité, à travers le transport, mais ça peut être également la gestion des déchets, ça peut être également l'énergie. Et puis la société que je représente a fait ce pari-là. Alors, je représente une société qui s'appelle Poma. Poma, c'est le leader mondial du transport par câble. Alors bien souvent, lorsque je dis ça en délégation ou à mes différents interlocuteurs, on me dit mais qu'est-ce que le transport par câble? Le transport par câble, c'est ni plus ni moins que la remontée mécanique que vous utilisez pour aller skier. Alors on va dire mais ce mec est fou, il parle de remontée mécanique, de neige et il intervient sur le thème de la mobilité en Afrique. Je ne suis pas fou. C'est simplement qu'aujourd'hui, dans le cadre de tous les défis qui peuvent être connus de par le continent, nous avons développé des solutions de transport qui ont de nombreux avantages. L'histoire a commencé il y a quelques années en Amérique du Sud, où nous avons collaboré avec différents États tels que le Brésil, la Colombie, le Pérou, la Bolivie, etc., pour organiser les déplacements des populations et leur permettre d'accéder aux emplois qui étaient localisés dans le centre de ces villes. Le pari qui est le nôtre aujourd'hui, c'est finalement de dupliquer ce modèle-là à l'Afrique. Alors l'Afrique, on l'a vu, il y a une démographie débordante, il y a de nombreux défis, et il y a surtout un paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on observe depuis quelques années maintenant un exode rural. Donc les gens se déplacent de plus en plus des populations vers les villes pour justement avoir accès à cette vie économique et sociale qui est aujourd'hui de plus en plus concentrée au niveau des cités. Et donc cela engendre pas mal de problématiques, notamment le développement des infrastructures, parce que si on peut voir cet exode rural se massifier depuis des décennies, on peut voir que les infrastructures ont du mal à suivre. Et donc l'idée qui est la nôtre, c'est de proposer des solutions alternatives, de proposer des solutions qui permettent de régler certaines problématiques de congestion, notamment dans des délais très courts, avec pour ambition de proposer des solutions qui sont innovantes et peu chères par rapport à d'autres projets d'infra qui peuvent solliciter plusieurs millions, voire milliards d'euros et surtout des délais très longs. Voilà, tout simplement pour rattraper le temps, dire que si une société comme la nôtre, qui était initialement focalisée sur le secteur de la neige, réussit à se développer en Afrique,
Il ne faut pas hésiter à y croire, il ne faut pas hésiter à avoir une grille de lecture du continent particulière, savoir que c'est plus de 50 pays, 54 exactement, que c'est autant de cultures, et qu'il est important justement de faire le distinguo entre ces différentes sous-régions du continent et de mettre en place une stratégie de développement qui soit intelligente. Il y a un partenariat qui s'ouvre. Au mois de juin prochain, il y aura le sommet Afrique-France qui se tiendra à Bordeaux. Je pense que c'est aussi une belle opportunité pour nous tous de montrer quelle est la relation étroite qui peut exister entre le continent africain et la France. Et donc je vous invite à y participer de près ou de loin, mais en tout cas à ne pas hésiter à vous intéresser d'une manière très importante au continent. Je vous remercie.